Bonjour, installez-vous confortablement. Laissons toutes les préoccupations et les anxiétés de la journée juste au-delà du seuil de cette pièce. Maintenant, il n'y a que vous, ma voix, et l'immensité silencieuse du cosmos. Imaginez un ciel nocturne parfait, tel qu'on peut l'observer loin de toute pollution urbaine. Des milliards de minuscules lumières lointaines. Chaque point est un soleil gigantesque, un monde plein d'énergie et de lumière. Il brille depuis des millions, voire des milliards d'années, obéissant aux grandes et immuables lois de la physique. Et maintenant, imaginez que, par une nuit paisible, alors que vous contemplez cette toile éternelle, l'impensable se produise. Une étoile, puis 1000, puis 1 million, toutes, comme sous l'ordre d'un chef d'orchestre invisible, s'éteignent simultanément l'espace d'un instant, puis se rallument avec la même synchronisation parfaite. Le ciel entier se met à pulser, tel un cœur immense et vivant. Cela ressemble au début d'un roman de science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, que diriez-vous si je vous annonçais que c'est précisément ce phénomène qui déconcerte actuellement les meilleurs astronomes de la planète? Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'énigme la plus profonde et la plus troublante de la science moderne. Nous tenterons de comprendre pourquoi les étoiles ont commencé à clignoter de manière synchronisée et ce que cela pourrait signifier pour nous tous. Préparez-vous à un voyage long et tranquille, aux frontières de notre savoir. Avant de nous rendre à l'épicentre de ce mystère, dressons d'abord un tableau de la manière dont l'univers est censé se comporter dans un état normal et prévisible. Le cosmos n'est pas un décor statique. Les étoiles naissent, vivent et meurent. Certaines changent effectivement de luminosité. Nous les appelons des étoiles variables. Par exemple, les céphéides, elles pulsent, augmentant et diminuant doucement leur éclat avec une périodicité très précise. Elles sont utilisées comme de véritables phares cosmiques pour mesurer les distances jusqu'aux autres galaxies. Il y a les variables cataclysmiques, des systèmes stellaires doubles où l'un des luminaires arrache de la matière à l'autre, ce qui provoque des éruptions irrégulières. Il y a aussi les pulsars, les restes d'étoiles qui ont explosé, des étoiles à neutrons qui tournent à une vitesse phénoménale et émettent des faisceaux de rayonnement, comme des projecteurs cosmiques. Pour un observateur terrestre, elles ressemblent à des étoiles clignotant avec une précision parfaite. Mais le mot-clé ici est l'individualité. Chaque étoile variable, chaque pulsar, est un soliste dans ce gigantesque orchestre cosmique. Chacun a son propre rythme, son propre cycle, sa propre histoire. Elles ne sont pas liées les unes aux autres. Une étoile de la constellation d'Orion ignore l'existence d'une étoile dans la galaxie d'Andromède et, encore moins, ne peut s'entendre avec elle pour une performance conjointe. La probabilité que ne serait-ce que deux étoiles variables indépendantes synchronisent accidentellement leur cycle est infime. Que des milliers ou des millions d'étoiles séparées par des années-lumière le fassent est une probabilité nulle. C'est tout simplement impossible du point de vue de la physique que nous connaissons. Et c'est précisément cette règle fondamentale qui a été enfreinte. C'est pourquoi le silence dans les laboratoires et les observatoires a d'abord laissé place à la perplexité, puis à une anxiété difficilement dissimulable. Tout a commencé dans le silence de l'immensité chilienne du désert d'Atacama, l'un des endroits les plus arides et les plus sombres de la planète. C'est ici, au sommet du mont Cerro Pachón, que se dresse l'observatoire Vera C. Rubin. Ce n'est pas un simple télescope, c'est un véritable monstre technologique conçu dans un but unique, dresser la carte la plus complète et la plus dynamique de l'univers, un projet baptisé « L'héritage de l'espace et du temps ». Son cœur est une caméra gigantesque de 3,2 gigapixels, capable de capturer une zone du ciel équivalente à 40 disques lunaires
en une seule image. Chaque nuit, ce système accumule des téraoctets de données, enregistrant la moindre variation de luminosité de milliards de corps célestes. Ce flux d'informations colossales n'est pas traité par des humains, mais par des algorithmes d'apprentissage automatique ultra sophistiqués. Leur mission : détecter des anomalies, astéroïdes, comètes ou l'éclat soudain d'une supernova. Or, une nuit, le système a émis un signal qui ne correspondait à aucune catégorie connue. L'algorithme, conçu pour dénicher les phénomènes transitoires, c'est-à-dire temporaires, a enregistré une chute de luminosité coordonnée chez 74% de toutes les étoiles observées dans un secteur précis du ciel. Au départ, ils ont mis cela sur le compte d'une défaillance du système. Peut-être une poussière sur la lentille, un court-circuit dans l'électronique de la caméra, ou même un satellite de passage reflétant la lumière du soleil. C'était l'explication la plus rationnelle. L'équipe d'ingénieurs et d'astrophysiciens a passé plusieurs jours à traquer chaque système du télescope. Ils ont analysé la télémétrie, les calibrations, les journaux d'erreurs, mais l'équipement fonctionnait parfaitement. Ils se sont alors penchés sur les données des nuits précédentes. Et c'est avec horreur qu'ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Cette étrange pulsation synchrone se répétait, et sa période semblait même se modifier lentement. Le signal était faible, à peine perceptible par les instruments, mais il était bien là. La réalisation que ce n'était pas une erreur est venue lentement, à contre-cœur. C'était l'équivalent du moment où, dans une maison vide, vous entendez un léger grattement et essayez de vous convaincre que ce n'est que le vent. Mais le bruit revient et vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Les astronomes comprirent qu'ils faisaient de face à quelque chose qui dépassait leur entendement, une découverte qui les obligerait à remettre en question les fondements mêmes de leur science. Une fois que la première équipe de scientifiques de l'observatoire Vera-Rubin a eu la certitude absolue qu'ils n'étaient pas confrontés à un problème technique, ils sont passés à l'étape suivante, l'examen des interférences externes. La candidate la plus évidente était l'atmosphère terrestre. Vivante et dynamique, sa turbulence fait scintiller les étoiles. Il était possible qu'un effet atmosphérique à grande échelle, jusque-là inconnu, ait pu créer l'illusion d'une variation synchrone de l'éclat des étoiles. Pour vérifier cette hypothèse, ils ont contacté d'autres observatoires situés aux quatre coins du globe. Ils ont envoyé des requêtes urgentes à l'Observatoire européen austral, situé également au Chili, aux observatoires d'Hawaï, des îles Canaries, et ont même sollicité les données des télescopes spatiaux comme Hubble et James Webb, dont les observations ne sont pas affectées par l'atmosphère. Les réponses ont commencé à affluer dans les 24 heures suivantes, et chacune d'entre elles ne faisait qu'épaissir le mystère. Toutes les installations au sol dont le champ de vision chevauchait cette zone anormale du ciel ont confirmé la présence de l'étrange pulsation. Mais le plus significatif, c'est que les télescopes spatiaux l'avaient également enregistré. Ce fut un coup fatal porté à l'hypothèse de l'influence atmosphérique. Le phénomène ne se produisait pas dans l'air au-dessus de notre planète. Il prenait place là-bas, dans l'espace lointain. L'étape suivante consistait à vérifier les interférences potentielles au sein même du système solaire. Une nappe de poussière ou de gaz, passant entre nous et les étoiles lointaines, pouvait-elle partiellement occulter leur lumière et engendrer cet effet ? Théoriquement, oui. Mais un tel nuage aurait dû être d'une taille colossale pour couvrir une zone aussi vaste du ciel. De plus, son mouvement aurait nécessairement provoqué un effet de parallaxe. L'anomalie aurait été perçue différemment selon la position de la Terre sur son orbite. Or, les données recueillies par les télescopes, séparées par plusieurs mois, la Terre étant alors à des points opposés de son trajet, n'ont révélé aucune parallaxe. L'effet était parfaitement statique. Il n'était donc lié à aucun objet proche. Lentement, mais sûrement,
Écartant une explication logique après l'autre, les scientifiques sont arrivés à une conclusion unique et troublante. Quelle que soit l'origine de ce phénomène, sa source se trouvait bien au-delà des frontières de notre système solaire, dans l'espace interstellaire. Il était donc clair que le phénomène était réel et que sa source se situait dans l'espace lointain. La tâche des astrophysiciens était désormais de le décrire. Que se passait-il exactement avec ces étoiles? Ce n'était pas un simple scintillement comme celui d'un feu de camp. C'était une diminution lente, presque majestueuse, de la luminosité, suivie d'un retour progressif à la normale. Imaginez un variateur de lumière que quelqu'un actionnerait très doucement vers le bas, puis remonterait avec la même lenteur. La chute de luminosité n'était que de quelques pourcents, imperceptible à l'œil nu, mais absolument flagrante pour les instruments sensibles. L'ensemble du cycle prenait environ 17 heures. Les étoiles s'assombrissaient lentement pendant 8 heures et demie, atteignaient leur minimum, puis mettaient le même temps pour retrouver leur luminosité habituelle. Et le plus frappant, c'était la stupéfiante synchronicité de l'événement. Le décalage temporel entre le début de l'atténuation d'étoiles séparées par des milliers d'années-lumière n'était que de quelques secondes. Cela signifiait que le signal, si l'on peut l'appeler ainsi, qui provoquait cette atténuation, devait soit se propager à une vitesse largement supérieure à celle de la lumière, soit avoir été initié simultanément en tout point de l'espace. Les deux hypothèses contredisaient fondamentalement la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, la loi fondamentale régissant notre univers. Une analyse plus poussée du spectre des étoiles pendant l'atténuation a soulevé encore plus d'énigmes. L'analyse spectrale consiste à décomposer la lumière d'une étoile en ses couleurs constitutives, ce qui permet de déterminer sa composition chimique, sa température et d'autres paramètres. Les scientifiques s'attendaient à observer des changements dans le spectre. Par exemple, si la lumière avait été masquée par un nuage de poussière, son équilibre chromatique aurait été modifié. Mais le spectre restait absolument inchangé. L'étoile devenait simplement plus sombre, comme si quelqu'un actionnait réellement un variateur invisible. Elle ne se refroidissait pas, sa composition chimique ne changeait pas. Elle émettait juste moins de lumière. C'était physiquement impossible. Pour qu'une étoile modifie sa luminosité, des processus internes doivent se produire, ce qui se reflèterait inévitablement sur son spectre. Or, rien de tel n'était observé. C'était comme une illusion, un tour de magie, mais qui se déroulait à l'échelle galactique. L'anomalie fut d'abord détectée dans un secteur isolé du ciel. Mais à mesure que de plus en plus d'observatoires à travers le monde se joignaient à l'étude, il devint évident que ce n'était pas un phénomène local. La pulsation synchrone était visible partout. Peu importe la direction vers laquelle les télescopes pointaient leurs objectifs, peu importe la constellation examinée, l'effet restait identique. Cela touchait les étoiles, proches comme lointaines, dans notre propre Voie lactée. Cela affectait également les étoiles des galaxies voisines, la nébuleuse d'Andromède, la galaxie du Triangle et même les nuages de Magellan. Il semblait que l'intégralité de l'univers observable était soumise à ce phénomène. Cette prise de conscience fut absolument stupéfiante. Une énigme au sein d'un seul système stellaire ou d'une seule galaxie est une chose. Un phénomène qui englobe la totalité du cosmos en est une toute autre. Cela remettait en question la nature même de l'espace et du temps. Cependant, une analyse plus détaillée révéla une étrange particularité. Toutes les étoiles ne participaient pas à ce spectacle. Seules les étoiles d'un type bien précis pulsaient. Il s'agissait principalement d'étoiles de la séquence principale, semblables à notre Soleil, ainsi que des naines jaunes et oranges. Les géantes bleues, très jeunes et chaudes, ainsi que les vieilles et froides naines rouges, semblaient, elles, insensibles à cet effet.
Elles continuaient de briller de leur lumière stable, comme si de rien n'était. Cette sélectivité était à la fois un indice et une énigme supplémentaire. D'une part, cela suggérait que la cause du phénomène résidait peut-être dans des processus physiques spécifiques à cette seule classe d'étoiles. Il pouvait s'agir d'une forme de résonance inconnue à laquelle seules les étoiles d'une masse et d'une température précise pouvaient y participer. D'autre part, cela rendait moins probable l'hypothèse d'une influence extérieure, comme le passage d'une forme de matière noire. Un tel impact aurait logiquement dû affecter toutes les étoiles de la même manière. Cette sélectivité laissait deviner quelque chose de plus subtil et complexe. C'était comme si une force ne se contentait pas de faire clignoter les étoiles, mais le faisait délibérément, choisissant des instruments spécifiques au sein de son orchestre cosmique. Cette supposition était trop fantaisiste pour être prononcée à voix haute, mais elle flottait invariablement dans l'air, au cœur de chaque centre de contrôle des télescopes. Face à l'inexplicable, la communauté scientifique s'est lancée dans une recherche effrénée, passant au crible toutes les théories physiques, des plus plausibles aux plus farfelues, susceptibles d'expliquer, même vaguement, ce phénomène. La première idée qui vint à l'esprit fut celle de la lentille gravitationnelle. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, des objets massifs, tels que les trous noirs ou les amas de matière noire, peuvent courber l'espace-temps, obligeant la lumière des objets lointains à les contourner. Cela peut provoquer une distorsion et une modification de la luminosité des étoiles distantes. On aurait pu imaginer qu'un objet massif et invisible passait entre nous et les étoiles observées. Mais cette hypothèse s'est effondrée presque immédiatement. Premièrement, pour provoquer un changement simultané de luminosité chez des étoiles réparties sur l'ensemble du ciel, un tel objet de lentille ne devrait pas être simplement gigantesque. Il faudrait qu'il soit omniprésent, qu'il englobe la totalité de notre galaxie. Or, aucune modélisation théorique ne prédit l'existence de tels objets. Deuxièmement, l'effet de lentille gravitationnelle a tendance à amplifier la lumière, et non à l'atténuer, tout en provoquant des distorsions caractéristiques de la forme des galaxies lointaines, ce qui n'était pas le cas ici. Et troisièmement, cela n'expliquait pas la sélectivité de l'effet. Pourquoi seules les étoiles d'un type bien particulier étaient touchées? Une autre idée, plus exotique, se focalisait sur la matière noire. Cette substance mystérieuse représente environ 27% de la masse de l'univers, mais n'interagit ni avec la lumière, ni avec la matière ordinaire, excepté par la gravité. Et s'il existait des formes inconnues de matière noire, capables d'interagir avec les étoiles, par exemple, en les traversant et en supprimant temporairement les réactions thermonucléaires dans leur noyau. Bien que cela sonne comme de la pure science-fiction, la physique théorique envisage des scénarios bien plus étranges. Cependant, des obstacles insurmontables sont apparus là encore. Pour provoquer un effet synchrone à l'échelle de l'univers, une onde de cette matière aurait dû le submerger en même temps, ce qui contredit le principe de la vitesse finie de la lumière. De plus, il était inexplicable que cette matière hypothétique n'interagisse qu'avec des étoiles de type solaire. Chaque nouvelle théorie, élaborée par les physiciens, s'est heurtée à un mur d'incohérences et de contradictions. On aurait dit que l'univers lui-même se moquait des tentatives humaines de l'expliquer à l'aide de leurs lois bien trop rudimentaires. Une fois les premières hypothèses physiques, les plus évidentes, écartées, les scientifiques se sont tournés vers des idées plus profondes et plus fondamentales. Et si le problème ne résidait ni dans les étoiles, ni dans l'espace qui les sépare, mais dans les lois de la physique elle-même, peut-être assistons-nous à la manifestation d'une force de la nature inconnue, ou à l'altération de l'une des constantes fondamentales, comme la constante gravitationnelle. Si celle-ci venait à varier périodiquement dans l'univers entier, cela affecterait les processus internes des étoiles. Une variation de la gravité entraînerait la contraction ou l'expansion du noyau stellaire, modifiant ainsi le rythme des réactions thermonucléaires et par conséquent
la luminosité de l'étoile. Cette hypothèse était élégante, car elle expliquait le synchronisme du phénomène. Si la constante elle-même change, cela se produit partout et instantanément. Elle pouvait également rendre compte de la sélectivité. Les étoiles de masse et de composition différentes réagiraient différemment à cette variation de la gravité. Mais cette idée souffrait d'un problème fatal. La constante gravitationnelle est l'un des piliers sur lesquels repose tout l'univers. Si elle se mettait à fluctuer, les conséquences seraient catastrophiques. Les orbites planétaires deviendraient instables, les galaxies commenceraient à se désintégrer ou, inversement, à s'effondrer. Nous verrions le chaos, et non un scintillement ordonné. Or, rien de tel n'a été observé. Le système solaire est resté stable, et le mouvement des galaxies n'a pas varié. Cela impliquait que si une constante changeait, ce n'était pas la constante gravitationnelle. Alors, s'agirait-il de la constante de structure fine, qui régit l'interaction électromagnétique, ou peut-être d'une autre des 2 douzaines de constantes fondamentales du modèle standard de la physique des particules? Les théoriciens ont alors commencé à élaborer des modèles dans lesquels l'une de ces constantes subissait de minuscules oscillations. L'entreprise s'apparentait à tenter de trouver la bonne clé pour une serrure offrant un nombre infini de combinaisons. Chacun de ces modèles exigeait l'introduction de nouveaux champs et de nouvelles particules, encore plus exotiques que la matière noire. La science est entrée dans le territoire de la pure spéculation, où le seul critère de vérité était la beauté mathématique de la théorie, plutôt que sa confirmation expérimentale. Tandis que les théoriciens se perdaient dans les méandres des modèles abstraits, les observateurs, eux, se concentraient sur la seule chose concrète qu'ils possédaient, le signal brut. Si c'était un message, il devait contenir de l'information. Un processus minutieux d'analyse de la structure temporelle des pulsations fut alors lancé. Les premières semaines d'observation indiquaient que la période de pulsation, environ 17 heures, était parfaitement stable. Mais les astronomes ont ensuite remarqué des variations presque imperceptibles. La période commençait à se réduire, lentement, très lentement. C'était l'équivalent du ralentissement de la rotation d'une toupie. Cette modification était non linéaire et obéissait à une loi mathématique complexe. Lorsque les scientifiques ont tracé la courbe de cette variation, ils ont subi un nouveau choc. La courbe correspondait avec une précision stupéfiante à la suite de Fibonacci. Cette célèbre suite, où chaque nombre est la somme des 2 précédents, se retrouve partout dans la nature, dans l'agencement des graines de tournesol, dans les spirales des coquillages, dans la ramification des arbres. Mais personne n'aurait jamais imaginé la détecter dans un signal venu des profondeurs du cosmos, à l'échelle galactique. Cette découverte a tout chamboulé. Un phénomène naturel aléatoire, aussi étrange soit-il, n'obéirait probablement pas à une règle mathématique aussi complexe et spécifique. La suite de Fibonacci est un marqueur de complexité, un indice qui, dans des conditions terrestres, est souvent associé au système biologique ou à l'intelligence. Ce n'était plus un simple clignotement. C'était une transmission structurée. Mais quelle en était la signification? S'agissait-il d'une simple démonstration du type « je suis là et je connais les maths » ? Ou bien un sens plus profond était-il encodé dans cette séquence? Les chercheurs se sont mis en quête d'autres régularités. Ils ont appliqué au signal toutes les méthodes de cryptanalyse connues, recherchant les nombres premiers, les constantes mathématiques telles que pi ou ça. Le signal était comme un oignon sans fin. En retirant une couche, ils en découvraient une autre, encore plus complexe. À l'intérieur des grands cycles de 17 heures, on a découvert des pulsations plus courtes et plus rapides, qui s'organisaient elles-mêmes en motifs rappelant les fractales. Plus les mesures gagnaient en précision, plus la structure du signal semblait élaborée et porteuse de sens. C'était comme si un homme préhistorique trouvait un smartphone sur la plage.
Ils verraient un rectangle lumineux, mais n'auraient pas la moindre idée de ce qu'est un système d'exploitation, des applications ou Internet. L'humanité se retrouvait dans la peau de ce sauvage, confrontée à une technologie dépassant son entendement de plusieurs millions d'années. La détection d'une structure mathématique dans le signal a marqué un seuil après lequel il est devenu impossible d'ignorer l'hypothèse la plus troublante et la plus fascinante, celle de l'intelligence extraterrestre. Le projet SETI, acronyme pour Search for Extraterrestrial Intelligence, a écouté l'espace sur les ondes radio pendant des décennies, cherchant à capter des signaux d'origine artificielle. Mais toutes ces recherches reposaient sur l'hypothèse qu'une autre civilisation utiliserait les ondes radio pour communiquer, tout comme nous. C'était une véritable chasse à l'aiguille dans une botte de foin, limitée par nos propres conceptions technologiques. Et si une civilisation hyper avancée, qui nous précède de millions d'années, utilisait quelque chose de totalement différent pour communiquer? Et si elle était capable de moduler la luminosité des étoiles elles-mêmes, de créer une sorte de Internet galactique? Du point de vue de nos technologies actuelles, cela relève de la pure magie. Pour qu'une étoile modifie sa luminosité, il faudrait influencer d'une manière ou d'une autre les processus thermonucléaires au sein de son noyau. Cela nécessiterait une énergie comparable à celle dégagée par l'étoile elle-même. Pour accomplir cela de manière synchronisée avec des millions d'autres étoiles, il ne faudrait pas seulement une quantité phénoménale d'énergie, mais une technologie capable de manipuler le tissu même de l'espace-temps. Une telle civilisation correspondrait parfaitement à la classification proposée dans les années 60 par l'astrophysicien soviétique Nikolai Kardashev. Il avait divisé les civilisations hypothétiques en 3 types, basés sur leur niveau de consommation énergétique. Type 1. Une civilisation qui maîtrise et utilise toute l'énergie disponible sur sa planète. Type 2. Celle qui utilise l'énergie de son étoile entière, par exemple via une sphère de Dyson. Et type 3. Une civilisation ayant maîtrisé l'énergie de toute sa galaxie. Le phénomène de clignotement synchronisé des étoiles, s'il est l'œuvre d'une intelligence, ne pourrait être créé que par une civilisation de type 3, ou même supérieure, si cela existe. La simple idée est à la fois exaltante et terrifiante. D'un côté, cela signifierait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ce serait la réponse à la question la plus fondamentale que l'humanité se pose depuis son apparition. Mais de l'autre, cela impliquerait que nous ne sommes que des fourmis au bord d'une route empruntée par quelque chose d'une puissance inimaginable. Et cette entité a décidé de nous faire signe. Mais lequel? Est-ce un salut amical? Un avertissement? Ou simplement l'effet secondaire du fonctionnement de leur technologie galactique, auquel nous accordons, de notre point de vue limité, beaucoup trop d'importance? Si l'on accepte l'hypothèse d'une origine artificielle de ce signal, la question s'impose immédiatement. Pourquoi? Quel est le but d'une démonstration d'une telle ampleur? La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est l'établissement d'un contact. Nous sommes là. C'est le message le plus simple et le plus évident. Peut-être que la civilisation émettrice a atteint un niveau de développement tel qu'elle peut se permettre d'ériger un tel phare cosmique, visible par toutes les jeunes civilisations potentielles comme la nôtre. Ils annonceraient simplement leur présence, invitant au dialogue ceux qui sont capables de le détecter et de le déchiffrer. Pourtant, cette version semble trop simpliste. S'ils sont capables de manipuler des étoiles, ils connaissent certainement notre existence depuis bien longtemps. Ils auraient bien pu nous contacter d'une manière bien plus simple et directe. Pourquoi alors un spectacle aussi complexe et gourmand en énergie? Une autre interprétation, beaucoup plus inquiétante, suggère qu'il pourrait s'agir d'un avertissement. De quoi? Peut-être d'une catastrophe cosmique imminente, dont nous n'avons pas la moindre idée. Cela pourrait être l'instabilité du vide, l'approche de quelque chose venu d'une autre dimension, ou tout autre événement apocalyptique que notre science est encore incapable d'imaginer. Dans ce cas,
le clignotement des étoiles serait une sirène universelle, un signal de détresse. La structure mathématique complexe de ce signal pourrait contenir des informations sur la nature de la menace et même sur les moyens d'y échapper. Mais pour l'instant, nous sommes incapables de le décrypter. Il y a enfin une troisième version, plus philosophique et détachée. Peut-être que ce phénomène ne nous est absolument pas destiné. Nous ne serions que des témoins accidentels. Il pourrait s'agir d'une forme d'art pour une super-civilisation, une symphonie galactique de lumière. Ou encore l'effet secondaire du fonctionnement de leur machine de calcul à l'échelle de la galaxie, ce que l'on nomme le computronium, ou peut-être un rituel religieux dont le sens nous sera toujours étranger. Il est tout à fait possible que, pour eux, nous n'ayons pas plus d'importance que des bactéries sur un grain de poussière. Ils vivent à des échelles de temps et d'espace que nous ne pouvons pas appréhender, et leurs actions peuvent nous paraître miraculeuses ou absurdes, simplement à cause du fossé colossal qui nous sépare. Cette dernière pensée est sans doute la plus blessante pour l'orgueil humain. N'être pas au centre de l'événement, mais un simple spectateur fortuit, assis au dernier rang. C'est une perspective à laquelle notre civilisation, habituée à se considérer comme le sommet de la création, n'est absolument pas préparée. Le mystère des étoiles clignotantes a donné un nouveau souffle au célèbre paradoxe de Fermi. Ce paradoxe, formulé par le physicien Enrico Fermi, est simple. Si l'univers est si vaste et si ancien, abritant des millions et des milliards de planètes habitables, pourquoi n'avons-nous toujours trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre? Où sont-elles toutes passées? Pendant des décennies, les scientifiques ont proposé diverses solutions. L'hypothèse de la Terre rare suggère que les conditions nécessaires à l'émergence d'une vie intelligente sont si improbables que nous pourrions bien être seuls dans la galaxie. La théorie du grand filtre, elle, postule qu'un obstacle insurmontable, guerre nucléaire, catastrophe écologique, pandémie, se dresse sur le chemin du développement civilisationnel, anéantissant la majorité des cultures avant qu'elles n'atteignent l'espace. Il y a aussi l'hypothèse du zoo, selon laquelle des civilisations beaucoup plus avancées nous observent sans intervenir, tout comme nous observons des animaux dans une réserve naturelle. Mais aujourd'hui, face à ces étoiles clignotantes, toutes ces hypothèses prennent un autre sens. Peut-être que la réponse à la question « Où sont-elles toutes ?» était sous nos yeux depuis le début. Elles ne se cachent pas. Elles communiquent bien simplement d'une manière que nous n'avions pas encore imaginée. Elles n'utilisent pas de simples ondes radio primitives. Elles parlent la langue de l'univers lui-même, la langue des étoiles. Nous étions comme des gens vivant dans un monde sans récepteur radio, s'étonnant de ne jamais entendre de musique. Peut-être que le paradoxe de Fermi n'existe pas du tout. L'univers est peut-être rempli de vie et d'intelligence, et il attendait simplement que nous atteignions le niveau requis pour remarquer leur présence. Notre découverte pourrait bien être notre examen d'entrée dans le club galactique. La question essentielle est de maintenant la suivante. Que devons-nous faire? Faut-il tenter de répondre? Et si oui, comment? Nous n'avons pas la technologie pour faire clignoter notre propre Soleil, sans parler d'une échelle galactique. Toute tentative de réponse serait comparable au cri d'une fourmi face au rugissement d'un éléphant. Mais peut-être ne devrions-nous pas répondre du tout. Il existe un dilemme bien connu dans la théorie du contact, magnifiquement décrit dans le roman de Liu Cixin, le problème à 3 corps. Si vous vous trouvez dans une forêt sombre, remplie de chasseurs invisibles, la première règle est de se taire. En annonçant votre présence, vous risquez d'attirer l'attention de ceux dont les intentions pourraient être loin d'être amicales. L'humanité est aujourd'hui à la croisée des chemins, et le prix de l'erreur pourrait être extraordinairement élevé. L'annonce de l'anomalie universelle ne pouvait, bien sûr, rester longtemps confinée aux murs des institutions scientifiques.
Malgré tous les efforts pour garder l'information secrète en attendant d'obtenir des explications tangibles, une fuite s'est produite. D'abord sous forme de rumeurs sur des forums spécialisés, elle fut ensuite saisie par les journalistes et s'est abattue sur le monde comme une avalanche. La réaction de la société fut à la fois prévisible et chaotique. Le monde s'est scindé en deux. Pour certains, ce fut l'événement le plus grandiose de l'histoire, la confirmation de leur conviction profonde que nous ne sommes pas seuls. De nouvelles religions firent d'abord leur apparition, divinisant les maîtres des étoiles. Des millions de personnes passèrent désormais leur nuit les yeux rivés sur le ciel, tentant de méditer et d'établir un contact mental avec une intelligence supérieure. Pour d'autres, cela devint la source d'une peur sans précédent. Les marchés économiques se sont effondrés. Les gouvernements ont décrété l'état d'urgence. Les théories du complot proliférèrent. Certains affirmaient que les gouvernements étaient en au courant depuis longtemps et cachèrent la vérité. D'autres y voyaient non pas des extraterrestres, mais un signe divin annonciateur de la fin du monde. D'autres encore accusaient les scientifiques d'avoir eux-mêmes créé cette anomalie à l'aide d'un collisionneur de hadrons, attirant ainsi le malheur sur la Terre. La communauté scientifique s'est retrouvée soumise à une pression colossale. D'un côté, on exigeait d'eux des réponses immédiates qu'ils n'avaient pas. De l'autre, on les accusait de tous les maux. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la science faisait face à un phénomène qu'elle était absolument incapable d'expliquer, érodant ainsi son autorité aux yeux du public. Les gens étaient habitués à ce que la science ait la réponse à tout. Et lorsque les réponses ont fait défaut, beaucoup se sont tournés vers le mysticisme, la superstition et la peur. Cette crise sociale et psychologique est devenue un problème aussi complexe que l'énigme astrophysique elle-même. Il est devenu évident que même si le signal s'avérait inoffensif, sa simple existence avait déjà changé à jamais la civilisation humaine. Nous ne pourrions plus jamais observer les étoiles comme avant. Le sentiment de solitude cosmique qui nous avait accompagnés tout au long de notre histoire a été remplacé par l'inquiétante impression d'être observé. Face à la panique et à l'incertitude généralisée, les gouvernements mondiaux et les organisations scientifiques ont été contraints d'unir leurs forces. Un consortium international baptisé Égide fut ainsi créé. Sa mission principale était de coordonner l'ensemble des recherches liées à ce phénomène et d'élaborer une stratégie d'action commune. Égide a rassemblé non seulement des astrophysiciens et des mathématiciens, mais aussi des linguistes, des anthropologues, des psychologues, des philosophes et même des théologiens. L'objectif fixé était d'une portée immense. Il ne s'agissait pas seulement d'analyser le signal, mais de tenter de comprendre l'intelligence qui se cachait derrière lui, si elle existait, et d'évaluer toutes les conséquences possibles pour l'humanité. Dans un premier temps, les plus grands télescopes du monde, qu'ils soient terrestres ou spatiaux, ont été entièrement réorientés vers l'étude de l'anomalie. Une surveillance totale du ciel a été lancée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De nouveaux programmes de recherche ont été initiés, visant à dénicher toute autre manifestation de cette étrange activité. Cherche-t-il des ondes gravitationnelles liées à la pulsation, des sursauts de neutrinos, toute autre particule ou radiation susceptible d'accompagner le signal principal? Simultanément, les linguistes et les cryptographes, exploitant les données déjà recueillies sur la structure du signal, s'attelaient à modéliser une hypothétique langue des étoiles. Ils partaient du principe que toute intelligence capable d'une telle prouesse devait maîtriser les lois universelles des mathématiques et de la physique. Par conséquent, ces concepts devaient être le fondement même de leur langage. C'était une quête pour la pierre de Rosette à l'échelle de l'univers. De leur côté, les psychologues et les sociologues modélisaient divers scénarios de réaction de l'humanité face aux différents dénouements possibles.
Que se passerait-il si le signal se révélait hostile? Et s'il contenait un don, de nouvelles technologies, le remède à toutes les maladies, le secret de la vie éternelle? L'humanité est-elle prête à recevoir un tel cadeau? Cela n'engendrerait-il pas davantage de guerre et d'inégalités? Le projet Égide s'est imposé comme l'initiative scientifique la plus vaste et la plus complexe de l'histoire. Il a démontré que face à la grande inconnue, l'humanité était capable d'oublier ses querelles mesquines pour s'unir. Mais au fond d'eux-mêmes, tous les participants savaient qu'ils se préparaient à une rencontre qui pourrait s'avérer être soit la plus grande bénédiction, soit le verdict final pour notre espèce. Revenons-en au signal. Après des mois d'observation ininterrompue, la quantité de données recueillies a permis de mettre en lumière un détail supplémentaire, absolument stupéfiant. La pulsation n'était pas parfaitement uniforme à travers le ciel. Il y avait des régions où elle était légèrement plus intense et d'autres où elle s'atténuait. Lorsque les scientifiques ont cartographié ces fluctuations sur la voûte céleste, ils ont découvert une image à vous glacer le sang. La carte d'intensité du signal formait une image tridimensionnelle d'une complexité inouïe. C'était un hologramme. L'image projetée était floue, indistincte, comme une vieille photographie, mais certains détails restaient reconnaissables. Il s'agissait d'une double hélice remarquablement similaire à une molécule d'ADN. Mais ce n'était pas un simple ADN. À l'intérieur de cette hélice, on distinguait des structures qui évoquaient des systèmes planétaires, et la spirale elle-même semblait s'entrelacer dans une structure semblable à une galaxie. On aurait dit un plan, le schéma de quelque chose. Mais quoi exactement? Personne ne pouvait le dire. Était-ce une carte? Le mode d'emploi pour assembler une entité, ou bien une représentation symbolique de la vie dans l'univers? La découverte de cet hologramme a soulevé une nouvelle vague de controverses. Les sceptiques affirmaient qu'il ne s'agissait que de pareidolie, cette tendance qu'a le cerveau humain à reconnaître des formes familières dans des données aléatoires. Comme lorsque nous voyons des visages dans les nuages ou sur la surface de Mars. Ils exigeaient des preuves statistiques plus rigoureuses, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une distribution d'intensité fortuite. Mais les partisans de l'hypothèse d'un signal soulignaient que la complexité et l'ordre de cette image étaient bien trop élevés pour être le fruit du hasard. De plus, l'image n'était pas statique. Elle évoluait très lentement, comme si elle montrait un processus en cours de développement. Certains fragments de la spirale s'éclaircissaient, d'autres faiblissaient, comme si quelqu'un nous présentait un processus lent et majestueux, s'étalant peut-être sur des millions d'années. Cette découverte a placé les cryptographes et les linguistes du projet Égide devant un défi inédit et encore plus complexe. Ils devaient désormais déchiffrer non plus une simple séquence unidimensionnelle, mais une image tridimensionnelle évoluant dans le temps. C'était passé de la résolution d'une grille de mots croisés à la tentative de comprendre le sens d'un film dans une langue totalement inconnue, muet, et avec des coupures d'images. L'humanité venait de recevoir son premier message des profondeurs du cosmos. Il était d'une beauté indicible et absolument indéchiffrable. L'hypothèse d'un signal artificiel, aussi fantaisiste fût-elle, gagnait en crédibilité. Cependant, elle soulevait une question particulièrement dérangeante. Pourquoi maintenant? Notre civilisation n'est qu'un minuscule clignement d'œil à l'échelle cosmique. Notre capacité à observer systématiquement l'ensemble du ciel n'est apparue que très récemment, ces toutes dernières années. Si ce phare universel émettait depuis des millions d'années, pourquoi ne le captons-nous qu'aujourd'hui? Est-ce l'effet d'une coïncidence incroyable que nous ayons développé les outils nécessaires au moment précis où le spectacle commençait? Ou bien aurait-il été activé exprès pour nous? Cette pensée était tellement empreinte d'anthropocentrisme que la majorité des scientifiques refusèrent d'abord de l'envisager. L'idée qu'une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev s'intéresse spécifiquement à nous
paraissait être l'apogée de la vanité humaine. Pourtant, à mesure que les autres explications s'effondraient, cette hypothèse restait l'une des rares plausibles. Et si, pendant tout ce temps, ils avaient attendu que nous atteignions un certain niveau technologique? Peut-être que le lancement des premiers radiotélescopes, notre sortie dans l'espace, ou même l'avènement d'Internet, fut le signal leur indiquant que sur cette petite planète du bras d'Orion, une intelligence prête au dialogue était enfin apparue. Il n'aurait pas voulu interférer plus tôt afin de ne pas perturber notre développement naturel, suivant un principe similaire à la directive première de Star Trek. Et maintenant, alors que nous commençons à faire du bruit sur les ondes radio et à laisser nos traces dans l'espace, ils auraient jugé que le moment était venu. Ils ont allumé leurs balises, calibrées pour que, avec notre niveau technologique actuel, nous la détections immanquablement. Cette idée flatte certes notre ego, mais elle nous confère également une responsabilité immense. Si c'est le cas, chacun de nos prochains mouvements sera scruté. Nous ne faisons plus que vivre sur notre planète. Nous sommes désormais sur la scène. Et la manière dont nous allons nous comporter, allons-nous nous unir face à l'inconnu ou nous enliser dans les guerres et les conflits, pourrait bien influencer l'attitude de nos invisibles frères aînés de l'univers. Ce n'est peut-être pas qu'un simple contact, c'est peut-être un examen. Éloignons-nous un instant des questions existentielles et examinons ce phénomène sous un angle différent, plus technique. Comment cela pourrait-il marcher exactement? Comment forcer une étoile à clignoter? Les physiciens théoriciens du projet Aegis ont proposé plusieurs mécanismes hypothétiques, tous plus fantastiques les uns que les autres. La première idée implique les neutrinos. Ces particules élémentaires interagissent extrêmement faiblement avec la matière. Des milliards de neutrinos solaires traversent votre corps chaque seconde sans que vous vous en aperceviez. Mais que se passerait-il si l'on pouvait créer un faisceau incroyablement puissant et ciblé de neutrinos spéciaux, dits stériles, capables d'interagir avec la matière sous certaines conditions? En dirigeant un tel faisceau vers le cœur d'une étoile, on pourrait théoriquement modifier temporairement la vitesse des réactions thermonucléaires, soit en les accélérant, soit en les inhibant. Cela permettrait de contrôler la luminosité de l'astre. Une technologie capable de générer et de focaliser de tels faisceaux sur des distances interstellaires dépasse largement notre imagination actuelle. Mais elle n'enfreint du moins pas directement les lois de la physique que nous connaissons. La deuxième hypothèse est encore plus exotique. Elle postule l'utilisation de trous noirs microscopiques. Selon certaines théories, des trous noirs primordiaux, de la taille d'un noyau atomique, auraient pu se former lors du Big Bang. Si l'on parvenait à contrôler de tels objets, on pourrait les envoyer vers des étoiles. En traversant l'astre, un tel trou noir absorberait une partie de sa matière, réduisant temporairement sa masse et par conséquent sa luminosité. En synchronisant le mouvement de trillions de ces micro-trous noirs, il serait possible de créer un effet observable. La troisième idée, la plus folle, concerne la manipulation directe de l'espace-temps. Imaginez une technologie capable de créer des bulles locales d'espace courbé. Si l'on enveloppait une étoile dans une telle bulle, on pourrait modifier sa luminosité apparente pour un observateur externe sans jamais affecter l'étoile elle-même. C'est un peu comme créer et détruire des lentilles gravitationnelles à volonté. Il s'agit là d'une technologie digne des dieux, capable de remodeler l'univers. Toutes ces hypothèses ne sont que des conjectures, mais elles révèlent la direction que prend la réflexion scientifique. Les chercheurs tentent de cerner la nature de l'avancée technologique qui nous sépare des créateurs de ce signal. Et cet écart, semble-t-il, ne se mesure pas en siècles, mais en ères. Tandis qu'une partie de la communauté scientifique s'acharnait à décrypter ce signal, une autre s'est posé la question inverse. Comment le brouiller? Ou au moins, comment vérifier si sa source lointaine réagit à nos actions?
De cette interrogation est né l'un des paris les plus audacieux et risqués de l'histoire. Le projet Réponse. L'idée était simple. Si nous ne pouvons pas forcer les étoiles à clignoter, peut-être pouvons-nous modifier quelque chose dans notre propre système solaire pour que cela soit perceptible à l'échelle interstellaire? Après de longs débats houleux, le seul outil vraiment accessible fut choisi. Notre propre Soleil. Le plan était le suivant. Utiliser tous les engins spatiaux à la disposition de l'humanité pour créer un anneau de poussière temporaire et extrêmement ténu autour du Soleil. Pour ce faire, il fallait modifier les trajectoires de plusieurs gros astéroïdes de la ceinture principale et les diriger vers une orbite proche du Soleil. Là, sous l'effet du vent solaire et du rayonnement, ils commenceraient à se désintégrer, formant un nuage de particules. Les calculs montraient que ce nuage, pendant un laps de temps très court, quelques minutes seulement, altérerait de façon infinitésimale la luminosité globale du Soleil. Ce changement aurait été dérisoire, mais suffisant peut-être pour signaler que, ici, quelqu'un est là et il essaie de répondre. Le projet était incroyablement risqué. La moindre erreur de calcul aurait pu entraîner la chute d'un astéroïde sur la Terre ou une autre planète. Les écologistes protestaient violemment contre la contamination du système solaire. Mais au final, après de longues négociations internationales, le projet a reçu le feu vert. Le jour J, l'humanité entière a suivi l'opération, le souffle coupé. Tout s'est déroulé comme prévu. Pendant quelques minutes, notre Soleil a effectivement baissé d'un très faible pourcentage de sa luminosité. Nous avions envoyé notre propre signal, un minuscule, un pathétique claquement de doigts face à leur symphonie cosmique retentissante. Vint alors l'attente. Tous les télescopes se braquèrent vers le ciel, enregistrant la moindre altération de la pulsation galactique. 1 heure passa, puis un jour, une semaine. Rien n'a changé. Le métronome universel continuait de battre son rythme, comme si rien ne s'était passé. Notre réponse n'avait pas été entendue, ou pire, elle avait été tout simplement ignorée. Ce fut un fiasco humiliant et terriblement lucide. Il a une fois de plus exposé l'abîme qui sépare nos capacités de celles de ceux qui sont à l'origine de ce phénomène. Nous n'étions même pas des fourmis essayant de se faire entendre d'un éléphant. Nous n'étions que des infusoires dans une goutte d'eau, tentant de faire un signe à l'être humain qui nous observe à travers son microscope. L'échec retentissant du projet ECHO a contraint de nombreux scientifiques à revoir leurs hypothèses les plus fondamentales. Et si nous avions mal interprété la nature de ce phénomène depuis le début? Et si ce n'était ni un signal, ni un message, ni même le résultat d'une activité intelligente? Et si, au contraire, nous observions un phénomène naturel totalement inédit, que notre science n'a tout simplement pas encore catalogué? Cette perspective, baptisée l'hypothèse du nouveau naturalisme, a commencé à gagner de plus en plus d'adhérents. Pour eux, attribuer une origine intelligente à ce phénomène n'était qu'une manifestation de notre orgueil et de notre manque d'imagination. L'histoire des sciences regorge d'exemples similaires. Jadis, on prenait la foudre pour la colère des dieux et les comètes pour des présages de malheur, jusqu'à ce que nous comprenions leur véritable nature physique. Lors de la découverte des pulsars, leurs signaux extrêmement réguliers furent, eux aussi, initialement interprétés comme les appels de civilisations extraterrestres. On les avait même surnommés, pour plaisanter, les LGM, les Little Green Men, petits hommes verts, avant de réaliser qu'il s'agissait simplement d'étoiles à neutrons en rotation rapide. Peut-être sommes-nous, aujourd'hui, à l'aube de l'ouverture d'un nouveau chapitre de la physique. Il pourrait exister un mécanisme qui nous est encore inconnu, forçant des étoiles d'un même type à entrer en résonance globale. Cela pourrait être lié aux propriétés de l'énergie noire, celle-là même qui pousse l'univers à s'étendre de manière accélérée. Ou peut-être à des dimensions cachées,
telle que prédite par la théorie des cordes. Mais qu'en est-il de la complexité mathématique du signal, des nombres de Fibonacci et de l'image holographique? Les partisans du naturalisme rétorquaient que la nature est en elle-même capable de générer des structures incroyablement complexes et ordonnées. Nous observons les nombres de Fibonacci dans la structure des plantes, les fractales dans les flocons de neige ou le dessin des littoraux. Pourquoi un phénomène similaire ne pourrait-il pas se manifester à l'échelle cosmologique? Il se pourrait que les lois qui régissent l'ombis et l'univers soient bien plus complexes et sophistiquées que nous le concevons. Et ce que nous prenons pour une intelligence artificielle pourrait être en réalité l'expression de l'intelligence naturelle de l'univers lui-même. Cette hypothèse était réconfortante d'une certaine manière. Elle nous libérait de la peur face à un autre, puissant et inconnu. Mais elle laissait aussi l'humanité dans son état de solitude cosmique, seule face à un univers impénétrable et indifférent. Imaginons un instant que l'hypothèse d'une origine naturelle soit la bonne. Quel est donc ce nouveau phénomène physique que nous sommes en train d'observer? L'un des modèles les plus élaborés dans cette optique est baptisé « théorie de la transition de phase du vide ». Selon la cosmologie moderne, notre univers se trouve dans un état que l'on appelle le faux vide. Cela signifie que son état énergétique actuel n'est ni le plus bas ni le plus stable. Il existe un niveau d'énergie inférieur, le vide véritable. La transition du faux vide vers le vide véritable est une transition de phase, similaire à celle de l'eau qui se transforme en glace. Une telle transition devrait débuter en un point unique de l'univers, puis une bulle de vide véritable commencerait à s'étendre à la vitesse de la lumière, absorbant tout sur son passage. À l'intérieur de cette bulle, les lois de la physique seraient complètement différentes, rendant notre existence impossible. C'est l'un des scénarios d'Apocalypse. Mais que se passerait-il si cette transition n'était pas aussi catastrophique? Et si l'univers ne basculait, pas dans le vide véritable, mais oscillait plutôt à la limite de cette transition? Les théoriciens ont émis l'hypothèse que l'énergie sombre, celle qui écarte l'univers, pourrait être responsable de ces oscillations. C'est comme de l'eau dans une bouilloire, sur le point de bouillir, mais qui n'arrive pas à passer à l'état de vapeur et se contente de frémir. Ces oscillations hypothétiques du vide pourraient, à un niveau microscopique, altérer les constantes fondamentales, comme nous l'avons déjà mentionné. Mais elles ne le feraient pas de manière chaotique. Elles obéiraient à une loi spécifique, inhérente à la structure même de l'espace-temps. Et cette loi pourrait être extrêmement complexe, engendrant les motifs fractales et les schémas de Fibonacci que nous observons. Les étoiles d'un certain type, quant à elles, pourraient agir comme des détecteurs ultra-sensibles de ces oscillations, entrant en résonance avec elles et modifiant ainsi leur luminosité. Cette théorie expliquerait à la fois la synchronicité, l'univers entier oscille simultanément, la sélectivité, seules certaines étoiles résonnent, et la complexité du signal. Elle transformait ce signal effrayant, initialement attribué à des extraterrestres, en la musique majestueuse de l'univers lui-même, en son propre souffle. Elle comportait toutefois un aspect troublant. Si l'univers oscille aux limites d'une transition de phase, cela signifie qu'il est intrinsèquement instable. Et personne ne peut garantir qu'à un moment donné, ces oscillations ne dégénèrent pas en un processus irréversible où notre monde cesserait purement et simplement d'exister. Que ce phénomène soit d'origine artificielle ou naturelle, il a forcé l'humanité à reconsidérer sa place dans l'univers. Depuis toujours, nous percevions le cosmos comme quelque chose de lointain, de froid et essentiellement vide. Il servait d'arrière-plan statique à notre existence terrestre. Certes, nous étudions les étoiles, nous lancions des fusées, mais cela revenait à observer l'océan depuis la rive. Nous ne nous sentions absolument pas partie prenante. La découverte de ces étoiles clignotantes a tout changé, et ce, de manière irrévocable.
L'espace a cessé d'être un simple décor. Il s'est révélé vivant, dynamique et saturé de mystères qui nous concernent directement. C'est l'équivalent d'une personne ayant vécu toute sa vie dans une pièce insonorisée qui entendrait soudainement de la musique provenir d'au-delà du mur. Le monde est devenu plus vaste, plus complexe et infiniment moins prévisible. Ce fut un basculement existentiel profond. Nos anciens repères, la religion, les identités nationales, la culture de consommation, ont vacillé face à une énigme d'une telle ampleur. Pourquoi se disputer des frontières ou des ressources lorsque notre civilisation entière n'est qu'un grain de poussière observant un spectacle cosmique? Cela a engendré l'émergence d'une nouvelle vision du monde, que l'on pourrait nommer le cosmisme du XXIe siècle. L'intérêt pour la science, la philosophie et l'avenir de l'humanité en tant qu'espèce a explosé. Les voyages spatiaux ont connu un regain d'intérêt, non plus comme une course aux armements entre superpuissances, mais comme une véritable nécessité. L'idée de s'établir sur d'autres planètes n'est plus seulement le beau rêve d'auteurs de science-fiction. Elle est désormais perçue comme la seule véritable garantie si jamais notre monde s'avérait moins stable que prévu, ou si les émetteurs du signal n'étaient pas si amicaux que ça. Ce phénomène est devenu un catalyseur qui, peut-être, obligera l'humanité à sortir de son berceau planétaire et à mûrir. Il nous a placés face à un miroir, et ce que nous y avons vu n'étaient plus de simples habitants de la Terre, mais des citoyens de l'univers, qui doivent encore prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs au sein de ce monde vaste et étrange. Tandis que les philosophes débattaient de la place de l'humanité dans l'univers, les ingénieurs et programmeurs s'attelaient à la tâche la plus ambitieuse, créer une intelligence artificielle capable de déchiffrer le signal. Malgré toute sa génialité, le cerveau humain s'est révélé trop lent et trop limité pour analyser un flux de données aussi colossal et multidimensionnel. Il fut donc décidé que seule une nouvelle génération de réseaux neuronaux auto-apprenants pourrait peut-être déceler des schémas cachés, là où l'œil humain ne percevait qu'un chaos indistinct. Le projet Oracle fut lancé dans les plus grands centres de supercalculateurs du monde. Le système fut alimenté par l'intégralité des données recueillies par tous les télescopes, ainsi que par l'ensemble des connaissances humaines existantes en physique, mathématiques, linguistique, biologie et même en art. L'idée était que l'IA ne se contente pas de chercher des motifs purement mathématiques, mais qu'elle tente de trouver des analogies, des métaphores, des liens transversaux qui pourraient conduire à la clé de l'énigme. Pendant plusieurs mois, Oracle est resté silencieux, digérant des pétaoctets d'informations. Puis il a commencé à générer des résultats. Et ces résultats se sont révélés encore plus étranges que tout ce qui avait été envisagé. L'intelligence artificielle a découvert dans le signal non pas une, mais plusieurs structures d'information imbriquées les unes dans les autres. À un premier niveau, il s'agissait effectivement de mathématiques complexes, décrivant apparemment des lois physiques fondamentales, dont certaines nous étaient jusqu'alors inconnues. À un second niveau, le signal présentait une structure étonnamment similaire à une œuvre musicale, avec ses harmonies, ses rythmes et ses thèmes récurrents, bien qu'elle fût bâtie sur des principes différents de la musique terrestre. Enfin, à un troisième niveau, l'IA a identifié ce qu'elle a classifié comme un code quasi-biologique, des séquences qui, par leur complexité et leur densité informationnelle, rappelaient le code génétique, mais en bien plus élaboré. Et surtout, ces différents niveaux étaient intrinsèquement liés. Les formules mathématiques définissaient l'harmonie de la musique, ta musique, et cette musique codait à son tour l'information biologique. C'était l'équivalent d'un langage multidimensionnel où un même message pouvait être lu comme un traité scientifique, une symphonie ou une notice pour la création de la vie. Cette découverte impliquait que nous étions face à un intellect pour lequel la science
l'art et la vie elle-même n'étaient pas des domaines séparés, mais constituaient un tout unique et indissociable. Et pour le comprendre, nous devrons peut-être reconfigurer entièrement notre mode de pensée. La publication des résultats issus de l'intelligence artificielle, Oracle, a immédiatement déclenché une nouvelle vague de controverses. Que faut-il comprendre de cette structure complexe et multiniveau? L'une des interprétations les plus populaires est baptisée l'hypothèse du génome universel. Selon cette théorie, le signal renfermerait l'intégralité des informations relatives à la vie dans l'univers, une sorte de code source de la création elle-même. Le niveau mathématique décrirait les lois physiques fondamentales nécessaires à l'existence de la vie. Le niveau musical serait, quant à lui, une description des processus évolutionnaires, de leur rythme et de leur harmonie. Enfin, le code biologique représenterait la matrice même de la vie, peut-être même illustré par des exemples de formes de vie existant sur d'autres planètes. Si cette hypothèse se vérifie, nous sommes face au plus grand don que l'humanité ait jamais reçu. C'est la réponse à toutes nos interrogations. C'est la clé pour comprendre l'origine de la vie, son évolution et, potentiellement, la manière de la recréer artificiellement. Cela pourrait nous offrir les technologies nécessaires au terraformage des planètes, à la guérison de toutes les maladies et même à l'atteinte de l'immortalité. Cependant, comme tout cadeau d'une telle ampleur, il porte en lui un immense danger. Que se passerait-il si, tels des programmeurs novices, nous tentions d'utiliser ce code source sans en maîtriser la complexité? Nous pourrions accidentellement engendrer une catastrophe, un virus incontrôlable, une forme de vie agressive capable de détruire notre propre biosphère. Pire encore, si cette information tombait entre de mauvaises mains, elle deviendrait une arme absolue. Imaginez une nation capable de développer une arme biologique basée sur des principes extraterrestres, contre laquelle nous n'aurions absolument aucune défense. Face à ce risque, la communauté internationale a pris une décision sans précédent. Instaurer un moratoire total sur toute tentative d'application pratique des informations tirées du signal. Toutes les données ont été classifiées et l'accès a été restreint à un cercle étroit de scientifiques triés sur le volet. L'humanité se retrouve dans la situation d'Aladin qui aurait trouvé la lampe merveilleuse mais craindrait de la frotter. Nous détenons une puissance capable soit de nous élever vers les étoiles, soit de nous anéantir. Le poids de ce choix repose désormais sur les épaules de notre génération. Prenons un peu de recul face à toutes ces théories complexes et revenons à la simple perception humaine. Qu'est-ce que nous ressentons face à ces étoiles qui clignotent? Pendant des millénaires, le ciel nocturne a été pour l'humanité un symbole d'éternité, de sérénité et d'immuabilité. L'étoile polaire reste toujours à sa place. Les constellations tournent lentement selon des trajectoires d'eau prévisibles. C'était notre ancre dans le chaos de l'existence, le rappel qu'il existe quelque chose de plus grand et de plus constant que nos courtes vies. Aujourd'hui, ce symbole de stabilité a disparu. Le ciel est devenu vivant, changeant et imprévisible. Il n'est plus seulement une belle image. Il est devenu un interlocuteur qui nous parle dans une langue que nous ne comprenons pas. Cela provoque un sentiment mitigé. D'un côté, il y a la terreur respectueuse, ce que les philosophes appellent le sublime. C'est le sentiment de notre propre insignifiance face à quelque chose d'infiniment vaste et puissant. C'est la même sensation que l'on éprouve au bord du Grand Canyon ou devant la fureur d'un océan déchaîné. Cela nous purifie de la mesquinerie et de l'agitation du quotidien. De l'autre côté, c'est une anxiété profonde et primitive. Le bouleversement de l'ordre habituel des choses est toujours effrayant. C'est comme si le soleil se mettait soudain à se lever à l'ouest. Cela ébranle les fondements même de notre confiance dans le monde. Nous ne pouvons plus être certains que demain ressemblera à aujourd'hui. Cette dualité
l'émerveillement et l'inquiétude, est devenu le nouveau climat émotionnel de toute la civilisation humaine. Les psychologues observent une augmentation du nombre de personnes souffrant de ce qu'on appelle le trouble anxieux cosmique. Mais, en même temps, beaucoup évoquent un nouveau sentiment de sens et d'appartenance à quelque chose de grandiose. C'est peut-être même l'un des objectifs des créateurs du signal, s'ils existent. Non pas seulement transmettre une information, mais nous transformer sur le plan émotionnel, nous sortir de l'apathie et nous obliger à reposer les grandes questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? L'analyse des données par le oracle a révélé une nouvelle anomalie. Le signal capté n'était pas parfaitement uniforme dans toutes les directions. Il y avait un point unique sur la sphère céleste d'où il semblait provenir avec une très légère avance, de l'ordre de quelques millisecondes seulement. Ce point se situait en direction du centre de notre galaxie, dans la constellation du Sagittaire. C'est là que se trouve, comme nous le savons, le trou noir supermassif nommé Sagittaire A étoile. Cette découverte a donné naissance à une nouvelle théorie, l'hypothèse du relais central. Selon celle-ci, la source du signal n'est pas omniprésente, mais localisée en un seul endroit précis, potentiellement le cœur même de notre galaxie. Ce que nous observons partout dans le ciel ne serait alors qu'un simple phénomène de réflexion ou de réémission. Comment cela fonctionnerait-il? Imaginons qu'au centre de la Voie lactée se trouve un émetteur d'une puissance colossale. Il émet un certain rayonnement, peut-être ces fameux neutrinos stériles ou des ondes gravitationnelles qui se propagent dans toutes les directions. Lorsque ce rayonnement atteint les étoiles, il interagit avec elles et provoque une modification de leur luminosité, de manière identique pour tous les astres d'un même type. De cette façon, toutes les étoiles de notre galaxie se transformeraient en un gigantesque réseau de relais passifs, clignotant de manière parfaitement synchrone, au rythme de l'émetteur central. Et le fait que nous observions le même phénomène dans d'autres galaxies pourrait s'expliquer ainsi. Le centre de chaque grande galaxie possède son propre trou noir supermassif et, potentiellement, son propre émetteur, tous programmés pour être synchronisés entre eux. Cette théorie résolvait élégamment le paradoxe de la vitesse supraluminique du signal. Il n'est pas nécessaire que le signal voyage plus vite que la lumière. Il suffit que tous les émetteurs se soient activés simultanément, ce qui serait réalisable s'ils avaient été construits et programmés il y a très longtemps. Cette hypothèse donnait également un sens nouveau à l'image holographique de l'ADN. Peut-être que ce n'est pas seulement une image, mais l'adresse de l'expéditeur. Cherchez-nous au centre de la galaxie, près d'une forme de vie similaire à la vôtre. Cela ressemblait à une invitation. Mais une invitation vers l'endroit le plus dangereux et le plus chaotique de toute la galaxie, à proximité immédiate d'un monstre cosmique dévorant les étoiles. L'hypothèse d'un émetteur au cœur de la galaxie était passionnante, mais sa vérification posait problème. L'observation directe du centre de la Voie lactée est notoirement ardue. Cette zone nous est masquée par d'épais nuages de poussière et de gaz interstellaires qui absorbent la lumière visible. Nous ne pouvons l'étudier que dans les domaines radio, infrarouge et rayons X. Malgré cela, tous les radiotélescopes disponibles furent immédiatement pointés vers la région entourant le trou noir Sagittaire A. Les scientifiques traquaient la moindre anomalie, source radio inattendue, bouffée d'énergie périodique ou étrange fluctuation gravitationnelle. Et initialement, ils ne trouvèrent rien. Le centre galactique restait le lieu bruyant et chaotique qu'il a toujours été. Mais c'est alors que, lors d'une analyse des données effectuées par le réseau neuronal Oracle, une piste, minuscule mais cruciale, fut mise au jour. Plusieurs étoiles orbitent autour du trou noir supermassif sur des trajectoires extrêmement elliptiques. L'observation de leur mouvement est utilisée depuis longtemps pour mesurer avec précision la masse de celui-ci. Or,
le Oracle a détecté, dans le déplacement de l'une de ces étoiles, connue sous le nom de S2, de minuscules déviations périodiques par rapport à la trajectoire prédite par la théorie de la relativité générale. Ces écarts étaient si infimes qu'ils se situaient à l'extrême limite de la précision des instruments. Mais ils étaient réels, et leur période correspondait étrangement à celle de la pulsation du signal universel. C'était une preuve indirecte, mais extrêmement solide. Quelque chose, situé à proximité immédiate du trou noir, exerçait une influence supplémentaire sur l'étoile S2. Il pouvait s'agir de l'attraction gravitationnelle d'un objet invisible en orbite autour de Sagittaire A. Quel objet? Les calculs indiquaient que la masse de cet objet devait être colossale, plusieurs fois celle de Jupiter. Pourtant, il ne rayonnait dans aucune des bandes de fréquences analysées. C'était un objet invisible, hyper dense et massif. Peut-être était-ce l'émetteur lui-même, ou du moins une composante essentielle de celui-ci. Cette découverte provoqua une nouvelle vague d'enthousiasme. Le mystère avait cessé d'être cosmique et abstrait. Il avait désormais une adresse concrète. L'humanité avait maintenant un objectif: atteindre le centre de la galaxie et observer de ses propres yeux. Une tâche qui nécessitera peut-être des millénaires et des technologies dont nous ne faisons encore que rêver. Mais nous savions enfin où diriger nos efforts. Supposons un instant que l'humanité du futur ait réussi à entreprendre cet incroyable voyage. Que pourrait-il y découvrir au cœur même de la Voie lactée, juste à côté de ce gouffre qui dévore la lumière? Les scénarios possibles sont nombreux et tous mériteraient un roman de science-fiction à eux seuls. Il pourrait, par exemple, y découvrir une gigantesque structure artificielle qui encercle le trou noir. Un peu comme une sphère de Dyson, mais édifiée non pas autour d'une étoile, mais autour d'un puits de gravité. Une telle structure pourrait exploiter l'énergie colossale libérée lorsque la matière tombe dans le trou noir, et ce, pour ses propres besoins. Et le transmetteur que nous avons détecté pourrait n'être qu'une de ses multiples fonctions. Mais qui a bien pu bâtir cette mégastructure? Peut-être est-ce l'héritage d'une civilisation disparue depuis longtemps qui aurait laissé derrière elle cette balise automatique, tout comme nous érigeons des monuments. Ils auraient enchaîné et pu s'éteindre il y a des millions d'années, mais leur création, elle, continue de fonctionner, envoyant dans l'éternité le témoignage de leur existence passée. Un autre scénario, plus troublant celui-là, n'implique pas une structure, mais un être. Et si l'intelligence dans l'univers pouvait prendre des formes non seulement biologiques, mais aussi radicalement différentes? Par exemple, une forme d'esprit plasmatique ou gravitationnel, capable de survivre aux conditions extrêmes du disque d'accrétion d'un trou noir. Pour un tel être, fait d'énergie pure ou d'espace-temps déformé, manipuler la luminosité des étoiles pourrait être une forme naturelle de communication, l'équivalent de notre parole. La rencontre avec un tel esprit mettrait à rude épreuve notre compréhension même de ce qu'est la vie. Il existe enfin une troisième option, la plus métaphysique. Peut-être qu'il ne s'y trouve ni objet ni créature, mais une sorte de nexus de la réalité, un point où notre univers entre en contact avec d'autres dimensions ou d'autres univers. Et le signal que nous captons ne serait pas un message, mais une sorte d'écho provenant de l'envers du cosmos qui s'infiltre jusqu'à nous. Dans ce cas, un voyage vers le centre galactique ne serait pas seulement un déplacement dans l'espace, mais une traversée au-delà de notre réalité elle-même. Nous ignorons laquelle de ces versions est la bonne. Mais l'existence même d'un tel objectif, d'un si grand mystère, suffirait à propulser le développement de notre civilisation pour les millénaires à venir. Tandis que les scientifiques élaboraient des plans pour un avenir lointain, les politiques et les militaires se concentraient sur des préoccupations bien plus immédiates. La détection d'une source potentielle de signal au centre galactique
a bouleversé l'échiquier géopolitique mondial. L'espace n'était plus seulement un domaine de recherche scientifique ou un terrain de jeu pour les satellites commerciaux. Il était devenu la frontière stratégique numéro 1. Une nouvelle course à l'espace s'est engagée, non plus entre deux superpuissances, mais entre toutes les nations dotées de capacités spatiales. L'objectif n'était plus de seulement atteindre la Lune ou Mars, mais de concevoir les technologies martiennes nécessaires pour assurer la sécurité de la Terre contre une menace potentielle extérieure, tout en garantissant un avantage en vue d'un contact futur. De nouveaux systèmes de défense planétaire ont vu le jour, capables de dévier non seulement des astéroïdes, mais aussi d'hypothétiques vaisseaux hostiles. Des télescopes d'un nouveau genre furent mis au point, permettant d'observer le centre galactique avec une précision inédite. Parallèlement, la recherche s'est lancée dans l'étude de propulsions radicalement nouvelles, moteurs photoniques, ioniques, et même ceux basés sur l'idée du moteur à distorsion qui courbe l'espace-temps. Simultanément, les plus brillants esprits de l'humanité planchaient sur le défi du langage de contact. Si jamais nous recevions un message cohérent, comment pourrions-nous être certains de l'interpréter correctement? Des mots comme « paix » ou « guerre » pourraient avoir des significations radicalement différentes pour une civilisation dont l'expérience et la biologie divergent fondamentalement des nôtres. Toute une nouvelle discipline, l'exolinguistique, fut créée pour tenter d'élaborer un langage universel basé non pas sur les mots, mais sur les concepts fondamentaux des mathématiques et de la logique. Cette militarisation et cette sécurisation de l'espace constituaient une réaction inévitable face à la grande inconnue. L'humanité, à l'image de toute espèce biologique, cherche avant tout à se défendre lorsqu'elle est confrontée à quelque chose d'incompréhensible et potentiellement dangereux. Pourtant, beaucoup craignaient qu'en nous préparant à la guerre contre un ennemi hypothétique, nous risquions de rater l'occasion d'un dialogue pacifique et, potentiellement, la plus grande découverte de notre histoire. Le paradoxe était cruel. Pour être prêts à établir le contact, nous devions développer des technologies qui, tout aussi facilement, pouvaient être utilisées pour notre propre autodestruction. À l'ombre des grands projets gouvernementaux et des programmes militaires, un autre mouvement a émergé. Plus discret, peut-être, mais fondamental. C'était le mouvement de l'éveil cosmique. Ses partisans, qui comprenaient non seulement des scientifiques et des philosophes, mais aussi des artistes, des musiciens et des poètes, affirmaient que l'impératif n'était plus de construire le télescope le plus puissant ou la fusée la plus rapide, mais bien de préparer notre propre conscience à un éventuel contact. Selon eux, nous ne pourrons jamais appréhender l'intelligence universelle tant que nous n'aurons pas une pleine compréhension de nous-mêmes. Il est impossible d'engager un dialogue avec l'autre si nous n'apprenons pas d'abord à dialoguer entre nous. Ce mouvement appelait à une réévaluation globale de nos valeurs, remplacer la concurrence par la coopération, la consommation par la création, le nationalisme par une conscience planétaire. Les artistes créaient des toiles et des installations, tentant de visualiser l'insaisissable signal. Les musiciens composaient des symphonies en utilisant les motifs mathématiques des pulsations stellaires comme trame musicale. Les auteurs de science-fiction, quant à eux, exploraient dans leurs romans tous les scénarios possibles, des utopies aux dystopies, préparant l'humanité à toute éventualité. C'était une sorte de renaissance culturelle provoquée par ce regard jeté dans l'abysse du cosmos. Les gens prenaient conscience que notre plus grand trésor n'était pas la technologie, mais notre capacité à ressentir, à créer et à nous interroger. Et peut-être que ce sont précisément ces qualités, la curiosité, l'empathie, la quête de la beauté, qui constituent le langage universel, intelligible par toute intelligence dans l'univers. Peut-être que la meilleure réponse que nous puissions envoyer au cosmos n'est ni un signal radio, ni un vaisseau spatial, mais une symphonie de Mozart,
une toile de Léonard de Vinci ou simplement un désir sincère de compréhension. Ce mouvement n'offrait pas de solution immédiate, mais il créait le substrat culturel et psychologique sur lequel ces solutions pourraient en dégermer. Il nous rappelait qu'avant de nous élancer vers les étoiles, il était essentiel de mettre de l'ordre dans notre propre maison et dans notre propre âme. Quelques années se sont écoulées depuis la découverte. Le choc initial et la panique ont laissé place à la routine. L'humanité s'est habituée aux étoiles clignotantes, comme elle s'habitue à tout. Elles sont devenues une partie de notre vie, une toile de fond mentionnée aux informations, mais qui ne suscitait plus l'ancienne fascination. Le projet Égide poursuivait ses travaux sans percée majeure. Le signal restait obstinément indéchiffré. La nouvelle course à l'espace se prolongeait, mais elle s'était transformée en une lente et coûteuse compétition de budget et de technologie. Et puis, un jour ordinaire, l'impensable se produisit. Le signal changea. Le cycle de 17 heures, qui était resté d'une immuable constance, commença soudain à dévier. Les pulsations devinrent irrégulières, chaotiques. Et puis, elles cessèrent, complètement. Le ciel redevint ce qu'il avait toujours été, calme, éternel et silencieux. Les étoiles ne clignotaient plus. Pendant quelques heures, la panique s'empara du projet Égide. On crut à une défaillance technique. Mais tous les télescopes du monde entier révélaient la même chose. Le signal avait disparu. Aussi brusquement qu'il était apparu. Cet événement souleva encore plus de questions que son apparition. Qu'était-ce que c'était? L'émetteur au centre de la galaxie était-il tombé en panne? Ou l'avait-on éteint? Et si on l'avait éteint, pourquoi? Notre réponse, maladroite, via le projet ECHO, a-t-elle finalement été remarquée et jugée hostile ou trop primitive, conduisant nos interlocuteurs à simplement couper la communication? Ou au contraire, s'agissait-il de la phase finale d'un test auquel nous aurions échoué? Peut-être était-ce beaucoup plus simple? Et n'était-ce, après tout, qu'un phénomène naturel qui venait de s'achever? Le silence qui s'installa dans l'univers fut plus assourdissant que la musique la plus forte du signal. Tant que le signal existait, l'humanité avait un objectif, une énigme qui nous unissait tous. Désormais, il ne restait que le vide et un sentiment d'inachevé. Nous ressemblions à une personne ayant mené pendant des années une conversation fascinante avec un interlocuteur invisible qui aurait subitement raccroché sans un mot. C'était comme un deuil. L'humanité se sentit à nouveau seule. Mais c'était une solitude différente. Non pas la solitude naïve d'un enfant qui ignore l'existence des autres, mais la solitude amère de l'adulte qui a connu la possibilité de l'amitié et qui a ensuite été rejeté. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques semaines seulement après la disparition de ce signal, les astronomes qui scrutaient le centre galactique ont détecté un phénomène inédit. De cette zone, là où se trouvait la source présumée, s'est échappé un unique paquet d'énergie, incroyablement puissant et hyper concentré. Ce n'était ni de la lumière, ni des ondes radio, ni même des neutrinos. Nos instruments n'ont pu en déterminer la nature. Ils ont seulement enregistré une brève et violente distorsion de l'espace-temps. Et cet unique élan était dirigé avec une précision absolue vers notre système solaire. Il voyageait à la vitesse de la lumière. Cela nous donne environ 26 000 ans avant qu'il n'arrive jusqu'à nous, puisque c'est exactement la distance qui nous sépare du cœur galactique. Qu'était-ce? Un adieu? Un avertissement? Ou quelque chose de bien plus complexe? L'intelligence artificielle, oracle, après avoir analysé la structure de l'impulsion, a émis l'hypothèse la plus probable. Il s'agissait d'un paquet de données. Un concentré d'informations incroyablement dense. À en juger par sa composition, il contenait cette fameuse instruction, ce génome universel, qui était chiffré dans le signal initial,
mais cette fois sous une forme compressée et extrêmement concentrée. C'était soit un cadeau, soit la boîte de Pandore. Nous avions reçu un colis. L'humanité a donc 26 000 ans pour se préparer à sa réception. Cette échéance, gigantesque à l'échelle d'une vie humaine, n'est qu'un simple instant à l'échelle cosmique. Elle nous impose un défi radicalement nouveau. Notre objectif n'est pas seulement de survivre en tant qu'espèce durant cette période. Nous devons conserver et multiplier nos connaissances, les transmettre à travers des centaines de générations. Nous devons bâtir une civilisation digne de recevoir ce présent et capable de l'utiliser avec sagesse. C'est le plus grand défi de notre histoire. Maintenant, nous n'avons plus une simple énigme, mais un but précis et un délai clair. 26 000 ans. Le compte à rebours a commencé. Le destin de l'humanité, son futur, qu'elle devienne une civilisation galactique ou qu'elle disparaisse sans jamais avoir ouvert ce colis, ne dépend plus que de nous, de notre capacité à surmonter nos désaccords, notre avidité, notre stupidité, de notre capacité à devenir une humanité unie, tournée vers l'avenir. Nous voici donc au seuil de ce long voyage. Quel sens donner à cette histoire, nous qui vivons aujourd'hui? Elle signifie que nous traversons une époque absolument extraordinaire. Nous sommes la première génération à savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est à nous qu'il a été confié de faire le premier pas sur ce chemin qui s'étend sur 26 000 ans. Une telle responsabilité pourrait sembler écrasante. Mais c'est précisément elle qui donne à notre existence un sens si profond. Chacune de nos actions, chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art, le moindre acte de bonté et de coopération, tout cela est une petite contribution au grand avenir qui attend nos descendants. Nous posons les fondations d'une cathédrale qui ne sera achevée que dans des milliers d'années. Nous plantons des arbres sous l'ombre desquels nous ne nous reposerons jamais. Mais nous le faisons parce que nous croyons en l'avenir. Même en s'évanouissant, l'énigme des étoiles scintillantes nous a légué le plus grand des héritages, l'espoir et un but. Elle nous a rappelé que l'univers est d'une complexité et d'une beauté infinie, et que le plus fascinant n'est pas de trouver les réponses, mais le processus même de la découverte. Elle a démontré que même la plus petite des civilisations, perdue aux confins de la galaxie, peut prendre part à quelque chose de grandiose. Et maintenant, lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, calme et silencieux, nous le voyons différemment. Nous savons que ce silence n'est que temporaire, qu'un message nous attend dans les profondeurs, et que quelque part, loin, au centre de la galaxie, quelqu'un attend peut-être notre réponse. Le chemin qui nous reste à parcourir est encore très long, mais l'humanité n'a jamais eu peur des longs périples, car ce sont eux qui mènent aux étoiles. Alors, continuons de regarder vers le haut, continuons de nous poser des questions et continuons de rêver. Parce que notre voyage cosmique ne fait que commencer. Ainsi, notre long voyage sur les traces de la plus grande des énigmes touche à sa fin. Nous avons débuté avec un fait simple et pourtant invraisemblable. Des étoiles, partout dans l'univers, se sont mises à clignoter à l'unisson. Nous avons traversé toutes les étapes de la quête scientifique, du déni, des tentatives d'explication simplistes, jusqu'à l'acceptation des hypothèses les plus fantastiques. Nous avons vu comment ce mystère a transformé notre société, notre science et notre philosophie. Nous avons été confrontés à l'idée d'une intelligence si ancienne et si puissante qu'elle pourrait utiliser les étoiles comme des lettres dans son propre message. Nous avons regardé dans l'abîme de l'incompréhension, cherchant à déchiffrer un langage basé sur la mathématique, la musique et la vie elle-même. Et finalement, nous restons avec un mystère encore plus grand, un message qui vole vers nous à travers les millénaires. Cette histoire n'a pas de fin. Vous et moi, nous vivons l'une de ces toutes premières pages. Ce qui adviendra ensuite ne dépend pas uniquement de nos descendants, mais de nous-mêmes.
de la nature des valeurs que nous intégrons, aujourd'hui, au fondement de notre civilisation. La principale leçon de cette aventure est peut-être que l'univers est un endroit bien plus étrange et merveilleux que nous n'aurions pu l'imaginer. Et le plus important, c'est de ne pas craindre cette étrangeté, mais d'aller à sa rencontre avec curiosité et le cœur ouvert. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à réfléchir sur l'Éternel. J'espère que cette histoire vous a aidé à vous détendre et à vous préparer à un sommeil paisible. Si cette conférence vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains voyages. Maintenant, avant que vous ne vous endormiez définitivement, je voudrais vous poser une question. Imaginez que ce message atteigne la Terre dès demain. Il ne contiendrait qu'une seule phrase que nous serions capables de comprendre. Quelle phrase aimeriez-vous y lire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui nourrit vos rêves. Bonne nuit et faites de beaux rêves.